Bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers alumni, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la rentrée littéraire de Sciences Po Alumni. C'est notre premier événement de l'année universitaire. Cet événement, il est organisé tout d'abord en partenariat ici à Sciences Po avec nos collègues et amis de la Maison des Arts de Sciences Po. Je passe immédiatement la parole à sa directrice, Delphine Groès. Merci beaucoup Bernard, merci de cette invitation parce que c'est à votre initiative. Donc merci beaucoup de nous avoir permis d'organiser cet événement avec vous. Un très bel événement parce que nous accueillons deux auteurs formidables déjà. Et puis en plus qui ont su convaincre la jeunesse puisque vous avez tous deux été lauréats de prix qui avaient été choisis par les lycéens. Donc merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu favorablement à un moment de rentrée littéraire en plus qui souvent est très, très actif. Donc merci d'avoir pris ce temps-là. Je suis ravie aussi de vous rencontrer les alumni parce que nous avons vraiment à cœur avec la Maison des Arts et de la Création d'ouvrir nos activités au plus grand nombre. Et je vais juste revenir un petit peu peut-être sur l'origine de cette Maison des Arts et de la Création. Elle a été bâtie sur un pilier qui était une initiative qu'on a lancée il y a 5 ans, le Centre d'écriture et de rhétorique et la chaire d'écrivain en résidence. C'était une chaire que nous avons créée pour que les étudiantes et étudiants de Sciences Po puissent avoir des dialogues, des échanges et des ateliers d'écriture de création avec des écrivains pour développer un espace d'imaginaire, un espace de liberté grâce à l'écriture. Et c'est une initiative qui recueille énormément de succès à Sciences Po. Les étudiants plébiscitent ces ateliers d'écriture. Donc on a au-delà de 500 étudiants maintenant qui en suivent à Sciences Po de la première année à la dernière année. Et c'est fort de cette expérience qu'avec aussi l'arrivée de Mathias Vichra à la direction et puis bien évidemment avec le soutien de notre présidente historienne de l'art, Laurence Bertrand d'Orléac, que nous avons lancé en mars. Donc c'est tout neuf. Cette Maison des Arts et de la Création, qui donc organise des rencontres avec des artistes de tous les champs variés, puisque au-delà de notre chaire d'écriture en résidence, on a aussi une chaire sur les arts vivants, avec le cinéma et la danse, et notamment Benjamin Millepied qui avait accepté de prendre cette chaire, avec une chaire cinéma qui est tenue par Claire Denis, et puis avec un cycle de conférences sur les arts visuels, qui est un cycle modéré par Jean Deloisy. Donc ce sont des rencontres avec des artistes, et c'est également le fait de favoriser des échanges entre les sciences humaines et sociales et les arts, parce qu'on pense que décloisonner les savoirs, se fonder sur des sources artistiques, nous permettent aussi de développer la pensée, une pensée plus originale, plus créative, ouverte aux différences, et vraiment ancrée dans un imaginaire qui puisse permettre à nos étudiants de développer une analyse plus originale, qui accepte encore plus de défis, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut préparer les citoyens de demain de manière innovante pour qu'ils puissent appréhender ces défis de la société qu'ils vont construire à l'avenir. Donc je voulais remercier Bernard de cette invitation, parce que toutes nos activités et notre méthodologie pédagogique a vocation à être diffusée vers l'extérieur. Donc nous travaillons très en lien aussi avec les publics qui sont plus éloignés des arts, notamment avec nos lycées de convention d'éducation prioritaire, mais aussi avec les universités partenaires qui viennent nous rejoindre pour des événements, et évidemment avec nos alumni qui non seulement sont toujours présents, et c'est toujours une joie de dialoguer avec eux, mais sont aussi beaucoup très artistes, soit parce qu'ils prennent la plume ou peignent ou chantent et ont une pratique artistique, soit parce qu'ils sont férus des arts. Et donc c'est pour cela que nous sommes très heureux de débuter ces collaborations avec Sciences Po Alumni. Donc je souhaitais vous remercier de votre présence aujourd'hui. Bien entendu, vous êtes les bienvenus sur tout l'ensemble des événements de la Maison des Arts et de la Création qui sont relayés d'ailleurs par les alumni. Et puis évidemment, un dernier grand merci aux auteurs qui nous ont rejoints ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, chère Delphine, et longue vie à la Maison des Arts et de la Création de Sciences Po, et on espère faire beaucoup d'événements ensemble. Alors à nouveau, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents en cette chaude journée de rentrée.
Merci bien sûr à nos deux intervenants. Merci à Cécile Boyer, la directrice des éditions Point, qui est membre également du comité éditorial du magazine Émile, le trimestriel de Sciences Po Alumni. Sans elle, cette rencontre n'aurait pas été possible, elle et l'ensemble de ses collègues. Donc merci très, très chaleureusement. Paulina Panasenko, dans Tenir sa langue, vous racontez l'histoire d'une famille russe quitte Moscou au début des années 90, juste après la chute de l'URSS, qui vient s'installer en France, à Saint-Étienne. Quand la famille est naturalisée, le prénom de la fille cadette est francisé. Paulina devient Pauline, et quelques dizaines d'années après, on retrouve Pauline au tribunal de Bobigny, qui essaye de récupérer son prénom de naissance. Sabile Roussouk, vous racontez l'exil de vos parents qui quittent le Liban au milieu des années 70, qui viennent s'installer à Paris et qui, du fait du début de la guerre, ne rentrent pas au Liban comme ils l'envisageaient initialement. Alors vous leur rendez hommage tout en conduisant une quête également de vos origines. Vous faites des incursions multiples dans le Liban contemporain, dans ces crises protéiformes, ce qui vous permet notamment d'éclairer comment l'histoire, malheureusement dans le cas du Liban, se répète, et aussi qui vous permet de questionner votre propre rapport à ce pays. Vos deux ouvrages, Goncourt des lycéens et Prix Femina des lycéens, sortent aux éditions Point, en poche. C'est la campagne de promotion, et donc on est très heureux à Sciences Po d'y participer. On a une équipe de Formule 1 un peu. Voilà, vous êtes en pole position. Vos deux romans ont beaucoup de choses en commun. Ils sont notamment construits tous les deux dans un aller-retour entre la France et la Russie, un aller-retour entre la France et le Liban, un écartèlement entre les deux. Les étés au Liban ou dans la datcha en Russie et le retour en France après la trêve estivale. Les grands-parents qui attendent le retour chaque année, des enfants, des petits-enfants, qui vous demandent ce qui est mieux, évidemment. La France ou la Russie, c'est votre grand-père, Paulina, il dit alors la France c'est mieux que la Russie. Vous écrivez, il demande ça comme Jésus demande au peuple s'il croit en l'éternel. Et bien sûr, on est lu dans Louvois, on évite de répondre pour ne pas blesser. Et même si on n'est pas connu votre grand-père décédé avant votre naissance, mais probablement l'ambiance est aussi la même. Tu préfères la France ou le Liban? C'est une question récurrente. Et dans ces allers-retours entre la France et la Russie, entre la France et le Liban, vous créez des personnages en fait inédits, des personnages à part entière, l'un et l'autre. C'est la langue. Pour vous, Paulina, on va en reparler. La langue est véritablement un personnage du roman. Et pour vous, Sabile, c'est Beyrouth-sur-Seine que vous érigez véritablement en personnage dans votre livre. Vous, Paulina, vous inventez ce que vous appelez l'entrelangue, cette zone grise entre la langue maternelle et celle que l'on apprend. Vous écrivez « Quand on sort, on met son français ». Et quand on rentre, on met son russe, comme si on s'habillait à chaque fois d'une langue. Et vous inventez ce que vous appelez une langue un peu bâtarde entre le français et le russe. Et vous écrivez aussi parfois dans cette langue, on en redira un mot. Et pour vous, Sabile, vous vivez votre enfance dans une ville qui n'est pas vraiment Paris, qui n'est pas vraiment Beyrouth. Et c'est ce que vous appelez aussi un entre-deux. Ce qui vous fait écrire à la fin de l'ouvrage une très belle phrase: je suis né à Beyrouth dans une rue de Paris. C'est magnifique. Mais je vous propose que nous débutions par la langue et la place qu'elle occupe vraiment dans vos ouvrages respectifs. Pour vous, Paulina, la problématique essentielle de l'enfance, c'est de préserver la langue maternelle, le russe, et d'apprendre, pour ne pas dire de conquérir, une nouvelle langue, le français, sans mélanger, sans jamais les mélanger.
Je vais vous lire un extrait qui est très parlant. Vous écrivez « Ma mère aussi veille sur mon russe comme sur le dernier œuf du coucou migrateur. Ma langue est son nid, ma bouche la cavité qui l'abrite. Plusieurs fois par semaine, ma mère m'amène de nouveaux mots, vérifie l'état de ceux qui sont déjà là, s'assure qu'on n'en perd pas en route. Elle surveille l'équilibre de la population globale, le flux migratoire, les entrées et sorties des mots russes et français. Gardienne d'un vaste territoire dont les frontières sont en pourparlers. Russe, français. Sentinelle de la langue, elle veille aux postes frontières. Pas de mélange. Elle traque les fugitifs français hébergés par mon russe. Ils passent dos courbé, tête dans les épaules, se glissent sous la barrière. Ils s'installent avec les Russes, parfois même copulent, jusqu'à ce que ma mère les attrape. En général, ils se piègent eux-mêmes. Il suffit que je convoque un mot russe et qu'un Français accourt en même temps que lui. » Est-ce que c'est ça le titre de l'ouvrage, Tenir sa langue? Ça, c'est-à-dire Bien, cette précaution du quotidien à ne pas mélanger le français et le russe, ne pas trop en dire et maintenir un... Est-ce que tenir sa langue, c'est garder les langues séparées? Oui, mais pas seulement. Dans cet extrait-là, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que tenir sa langue, comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le cas pour un enfant qui arrive en France de l'étranger. L'enjeu, c'est celui de la trahison, puisque pour des adultes qui arrivent et qui vont apprendre une langue, leur langue maternelle, ils la connaissent déjà suffisamment pour ne pas avoir peur de l'oublier. Mais pour un enfant de l'âge de la narratrice, l'enjeu, c'est non seulement d'apprendre la langue étrangère, mais aussi de ne pas oublier la langue maternelle pour ne pas trahir le pays qu'il quitte. Et donc la mère, cette sentinelle de la langue, elle veille à ce que les langues ne se mélangent pas parce qu'elle a peur de cette espèce d'enjeu de territoire entre les deux. Et tenir sa langue, effectivement, d'une certaine façon, c'est à la fois apprendre le français, ne pas oublier le russe, et puis petit à petit, ça va être aussi de faire de la place pour cette espèce de langue bâtarde, un entre-deux. Tous les mots mélangent, les mots mutants, ce que j'appelle les mots mutants, qui sont nés de la copulation entre le français et le russe. Comme par exemple le mot maternel-tchik, qu'emploie sa mère. Donc, tchik, c'est un suffixe russe qui sert à adoucir un mot, donc pour le rendre plus petit, moins effrayant. Et donc, quand sa mère lui annonce qu'elle va devoir aller à la maternelle, le matin, elle lui dit « Paulina, demain, tu vas à la maternelle tchik ». Mais elle sait que quand sa mère tente d'adoucir un mot étranger, il faut se méfier. Et on verra qu'elle a raison. Est-ce que c'est un enjeu également entre le français et l'arabe chez vous, Sabine? La langue, là, pour le coup, c'est les premières phrases de l'ouvrage, hein, c'est le tout début. Tu veux que je te raconte ma vie en arabe ou en français? M'a demandé mon père, et il a ajouté « Tu comprends l'arabe ?» alors qu'il a été mon professeur d'arabe pendant 3 longues années où je vivais chacune de ses leçons comme un calvaire sans fin. C'est un sujet pour vous, la langue, l'arabe, le français? Oui, c'est un sujet pour la littérature. Quand on est libanais, alors c'est pas le même sujet que par rapport au russe, parce que le français, peut-être moins maintenant l'anglais a pris la place du français au Liban, mais il y a quand même une bonne petite partie du Liban qui parle aussi le français. Donc voilà, le français et l'arabe qui se mélangent, on l'entend souvent quand on parle à des Libanais, ou en tout cas des Libanais de Beyrouth ou d'ailleurs. Mais sur la langue d'écriture, etc., il y a peu de temps, j'ai remarqué, mon père a traduit le livre en arabe, donc il est sorti il n'y a pas longtemps, et donc il venait de temps en temps me voir en me disant mais comment je vais traduire ça du français à l'arabe, là, la phrase que tu me fais dire, etc. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose de très drôle. Je me suis dit, papa, en fait, tu me l'as dit en arabe, cette phrase. Tu me l'as dit en arabe, cette phrase. Donc, en fait, je reprenais l'enregistreur, puis on réécoutait comment il l'avait dit en arabe. Et donc, c'était bon, il y avait juste à retranscrire en fait, ce qu'il avait dit. Il n'y avait même plus besoin de traduire de mon livre à l'arabe, mais il fallait juste reprendre les mots. Et en fait, c'est moi qui avais traduit le livre. Et j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que ce livre-là, effectivement, c'est un livre de littérature française, mais qu'en fait, il a été
je l'ai beaucoup écrit en traduction, c'est-à-dire que entre les livres que je lisais, les films que je regardais qui étaient dits en libanais, les entretiens que j'ai passés avec mes parents, tout ça se disait majoritairement en arabe. Donc en fait, beaucoup de mon travail a été aussi de traduire en fait de l'arabe au français. Après, est-ce que c'est un sujet? Oui, au Liban, c'est un sujet. Quand on parle en français, quand on écrit en français, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire en arabe. Le quotidien le plus libre au Liban, c'est l'Orient le Jour, parce qu'il est en français. On peut faire dire plein de choses à des gens, à des journalistes en français qu'on ne peut pas dire en arabe. Et dès qu'on les traduit en arabe, dès qu'on les sort en arabe, tout d'un coup, ça prend une autre ampleur. Donc oui, c'est un vrai sujet. Dans quelle langue on écrit je trouve qu'on a quand même plus de liberté quand on écrit en français et qu'on est libanais et qu'on va parler de sujets sensibles dans le pays. Et faire rentrer par exemple ce livre dans des écoles francophones libanais, c'est facile. Ce livre en arabe, maintenant, le faire rentrer dans une école arabophone totale, je pense qu'il y a des sujets qui ne passeraient pas. Donc il y a une plus grande liberté en français, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des choses, c'est votre père qui le dit, quand votre sœur, notamment en 91, quand vous redécouvrez ou découvrez le centre-ville de Beyrouth dévasté, et qui demande à votre père de parler en arabe face à la caméra, puisque la famille filme cette redécouverte du centre-ville, et votre père répond non, il y a des choses qui ne se disent qu'en arabe. Est-ce que c'est le cas? Pour vous, est-ce qu'il y a des choses qui ne se disent qu'en arabe, que dans cette langue qui n'est pas le français? Oui, il y a des choses qui se disent qu'en arabe, ça me donne même des frissons de le penser, mais c'est un poète, c'est un homme du théâtre, c'est un homme de la langue arabe. Donc tous les mots, dès que les larmes lui viennent, dès que l'émotion vient, dès qu'il y a une guerre qui éclate au Liban, dès qu'il y a quelque chose de trop sensible, mon père passe tout de suite à l'arabe, le français n'existe plus. Donc oui, il y a des choses qui se disent qu'en arabe, ou qu'on ne sait dire qu'en arabe. Peut-être on ne saurait pas les dire avec d'autres mots. Et c'est vrai que même pour moi, il y a des choses, quand je leur parle ou quand il faut les aborder, c'est très difficile de mettre des mots en français dessus. L'arabe est évident. Donc oui, je pense qu'on ne sait pas l'expliquer. C'est quelque chose de très naturel, ça sort comme ça tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi, on essaie de comprendre après. Alors quand on parle de la langue, on parle aussi et beaucoup dans votre livre, mais aussi un peu chez vous, Sabile, de l'accent. Et notamment quand on parle la langue qui n'est pas la langue maternelle. Et vous, Paulina, vous avez fait le choix assumé de travailler l'accent. Comment est-ce qu'on le passe à l'écrit, l'accent comment peut-on écrire l'accent? Le problème de l'accent, c'était que, en général, quand on le retrouve à l'écrit, c'est souvent de façon très très caricaturale. Ou alors, les quelques fois où je me suis retrouvée à devoir... Parce que je fais du doublage par ailleurs de séries ou de films. Et donc, quand il y a des personnages russophones qu'il faut doubler, en général, ils parlent en roulant les airs très fort. Ils sont tous très méchants et c'est toujours un peu comme ça. Et au début, je le faisais sans rechigner, puis au bout d'un moment, j'ai suggéré de peut-être les rendre un peu plus proches d'un accent que j'ai eu, de ce qui est un accent russe. Mais le problème, c'est que ça ne va pas parce que ça ne répond pas à une attente. Et il y a attente à remplir. Et donc, pour le passage à l'écrit, parfois c'était... D'abord, quand j'écrivais, je lisais tout à l'oral, donc ça passait toujours par la lecture à voix haute et souvent par des sonorités. C'était quelque chose qu'il fallait, comment dire, finalement, il fallait le transformer, cet accent. J'essayais pas de transcrire ce qu'on entend à l'oral quand une personne parle avec un accent, mais plutôt une sensation globale. Notamment quand, à la maternelle, la maîtresse leur met la chanson Petrouchka ne pleure pas, et que donc ce qu'elle entend, elle, c'est autre chose. La retranscription de ce qu'elle entend du français, parce qu'à ce moment-là, elle vient d'arriver en France, elle ne parle pas du tout le français, donc Petrouchka ne pleure pas, entre vite dans la ronde, fais danser tes nattes blondes, ton petit chat reviendra, c'est pas du tout ce qu'elle entend. Et donc, dans cette retranscription-là, c'était une sorte, c'était plus une sensation qu'une retranscription de phonétique. Et vous avez plusieurs passages très poignants sur le sujet, et vous vous posez la question de savoir quand on perd son accent. Vous êtes la seule à avoir perdu votre accent, en tout cas Paulina est la seule à avoir perdu son accent russe. Est-ce que c'est trahir les siens?
ça revient régulièrement? Bah, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est juste, parfois on peut sentir, c'est comme des symptômes que de temps en temps on peut saisir, et l'un de quelque chose qui irait dans ce sens, c'est que aujourd'hui mon père parle le français très librement, mais il a un accent russe assez fort, et si je suis avec mon père en présence d'un auditoire francophone, au fur et à mesure, je commence à prendre un accent russe que peut-être je n'ai pas là, et j'ai le sentiment, quand cet accent me vient, que c'est ce que j'appellerais un accent de solidarité. C'est une façon de faire équipe, avec nous les accents, contre les sans-accents, comme au collège avec les maillots, les sans-maillots. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je pense qu'il y a un enjeu de trahison, oui, qui se joue à cet endroit-là, d'appartenance en tout cas. Et vous écrivez que vous avez découvert l'accent de votre mère le jour où elle se met en voiture à fredonner quelques couplets de Notre-Dame de Paris qui est en cassette ou qui passe à la radio. Et là, vous écrivez, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écouter ma mère parler français? J'aurais dû continuer à l'écouter parler russe. Oui, c'est la question en quelle langue on écoute. C'est-à-dire que si on parle plusieurs langues, en quelle langue on écoute ses parents? Donc si elle entend l'accent russe de sa mère en français, ça veut dire qu'elle l'a écouté en français au lieu de l'écouter en russe. N'y a-t-il pas la trahison? Et donc c'est cette espèce de paroi entre les deux qu'on n'arrive pas à saisir, qui m'intéressait beaucoup sur l'enjeu de l'accent. C'est quelque chose de très mouvant qu'on a du mal à saisir. Et c'est comme ces espèces de parois qui vibrent, mais on ne sait jamais exactement ce qui va la faire vibrer. Chez vous, Sabile, on comprend que votre maman parle mieux le français que votre père. Lui teinte régulièrement son français de mots du dialectal libanais notamment. Après, l'accent libanais, il est reconnaissable entre mille. Est-ce qu'il y a un sujet d'accent dans votre famille? Et comment est-ce que vous comprenez ça, vous? L'accent, pour ma mère, c'est une grande fierté, son accent. C'est-à-dire qu'en 45 ans, elle ne l'a pas perdu. Et je crois que c'est une de ses plus grandes fiertés. Elle ne voudra jamais le perdre parce que c'est ce qui fait qu'elle est encore libanaise, j'ai l'impression. Pour mon père, la question ne se pose pas, il n'en parle pas. C'est vrai qu'au début, quand il est arrivé, lui, il ne venait pas du tout d'un Liban francophone, donc il ne parlait pas du tout le français. Donc voilà, il a vraiment dû apprendre le français en arrivant. Mais la question de l'accent ne se pose pas trop, je ne sais pas. Elle est là, elle est présente. Moi, ce que tu dis souvent, mais c'est drôle ce mot, peut-être on n'en parle pas souvent dans nos livres, mais tu répètes souvent le mot trahison quand tu parles de l'accent, etc. Et c'est vrai que je partage ça avec toi, on l'emploie peut-être pas beaucoup dans le livre, mais c'est vrai que cette idée de trahison avec le pays, c'est très curieux, qu'on a sur un peu tout et n'importe quoi, sur les prises de position, sur le fait qu'on écrive un livre pareil, sur le fait qu'on écrive en français, sur le fait qu'on perd son accent. Ouais, c'est quelque chose de très présent dans ton livre et quand t'en parles. Et c'est vrai que je partage aussi ça, et c'est très curieux de sentir qu'on trahit son pays, surtout pour des choses aussi anodines. Je me demande d'où on sort cette culpabilité. Enfin, il y a aussi de la culpabilité dedans, et c'est un espèce de sujet sans fin qu'on a, qui plus est, où... Enfin, je sais que je le ressens très fort quand le Liban est en guerre, de ne pas y être. Je ne sais pas comment tu vis cette guerre avec la Russie aussi, mais voilà, quand on n'est pas en plus dans le pays, quand il y a la guerre, etc., quand on est loin, quand on doit parler de ça, ce sentiment de trahison, de culpabilité, c'est quelque chose de très présent. En tout cas, voilà, ça me touche beaucoup quand tu emploies ce mot, et tu l'emploies plusieurs fois, donc je trouve qu'il y a un thème très fort dedans aussi qui lie nos deux sensibilités à ces pays-là. Oui, un pays qui, en termes d'allégeance, ou je ne sais pas ce que serait l'antonyme de trahison, mais qui n'a rien demandé à, oui, clairement. Et, par exemple, sur l'histoire de l'accent du père, mon père n'a aucun problème avec son propre accent. Donc, il n'a jamais demandé à ce que j'en prenne un ou que je le défende. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se joue à un endroit qu'on ne connaît pas vraiment. Mais c'est sur cet entre-deux aussi ce que je trouvais très juste dans ton livre, c'est le rapport, et aussi pour le père qui prend toujours le point de vue opposé, c'est à la fois l'impossibilité d'accepter les leçons que un binational donnerait aux gens qui habitent là-bas, et en même temps l'incapacité à supporter ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où on change de pays, la vision se renverse. Ouais.
Et l'idéalisation de l'ailleurs, l'année prochaine à Jérusalem, cette espèce de choses qui se renversent tout le temps, ça, j'ai trouvé ça très juste. J'ai retrouvé ça dans ton livre. On va se faire des compliments. Non, mais je pense qu'on peut faire plein là. Alors, pour continuer dans cette tonalité, à travers la langue, il y a un enjeu que l'on retrouve là encore dans les deux ouvrages. C'est le cœur de la problématique, évidemment, chez vous, mais il y a quelques phrases dessus également chez Sabile, c'est le prénom, évidemment. Et alors, pourquoi vouloir retrouver votre prénom 20 ans après l'avoir perdu à Saint-Étienne, comme vous l'écrivez? Finalement, je crois que le prénom, même si effectivement c'est comme un point de départ, là, j'y pense maintenant, j'ai jamais vraiment songé ça comme ça, mais c'est le point, la pierre d'achoppement entre le personnel et le collectif. Parce que ça pourrait être... elle pourrait se faire appeler Paulina dans la vie par ses proches et ses amis, et voilà. Mais c'est une demande officielle, juridique, qui passe devant le juge avec un procureur et on l'oblige à prendre un avocat. Et je pense que cette importance-là, elle est de faire accepter ça juridiquement, parce que le prénom, c'est un peu une spécificité française quand même, je crois. La francisation du prénom, en tout cas, qui est ensuite très difficile à... Le prénom de naissance est très difficile à retrouver. C'est que la juge perçoit le prénom dit étranger comme une menace pour la langue française. C'est comme si Paulina arrive, c'est très dangereux, alors que si c'est Pauline, ça va. Et donc, ça évoque aussi la possibilité de différentes notes en fonction du... Donc, Pauline, c'est français, mention très bien. Paulina, c'est so-so, quoi. On n'est pas convaincu. Et donc, c'est cette espèce d'enjeu à une lettre près que je trouvais absolument fascinant. Et alors, pour faire écho parfaitement à ce que vous dites, Sabile, vous écrivez, vous rapportez des propos de votre père. On est au lendemain des attentats de la rue de Rennes, au milieu des années 80, en 86. Et vous écrivez, alors que durant cette période, ses amis, notamment de plus en plus leurs enfants, alors que durant cette période, ses amis nomment de plus en plus leurs enfants avec des prénoms français, mon père, dit à ma mère, si un jour nous avons un deuxième enfant, on ne lui donnera pas, comme Ayala, un deuxième prénom français pour faire plaisir à l'administration française. Notre enfant aura seulement un prénom libanais, et le plus beau des prénoms. Pour la fille, je réfléchis encore, mais j'aimerais Rawa. Si c'est un garçon, ce que je ne souhaite pas, on l'appellera Sabile, la source, le chemin. Le prénom, c'est un sujet chez les Rousseau? Oui, c'est un vrai sujet. Mais alors, bon, on va se refaire des compliments, mais c'est pas grave. Non, mais quand j'ai lu ton livre, j'étais ravi parce que je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais fait exactement comme ta narratrice. Je sais pas si c'est toi, comme tu dis, la narratrice, mais j'aurais fait tout pareil que ta narratrice. J'aurais essayé de récupérer le prénom. Oui, c'est un vrai sujet. Et en France, surtout qu'on nous a posé cette question. Enfin, voilà, cette question du prénom est souvent posée en France, de le franciser. Et je pense que c'est un combat. Et puis, je vais te citer, voilà, vu qu'on en est là. Non, mais parce que j'étais totalement d'accord. Je trouve que ça répondait à tout. Donc, on va se... Tu fais une lettre à l'administration française à un moment, et tu demandes... Alors, attends. Voilà, c'est ça. Tu dis, donc tu leur as écrit, en 93, mes parents ont émigré en France avec ma sœur et moi. Quand j'ai obtenu la nationalité française, mon père a fait franciser mon prénom. Lui aussi voulait protéger, faire pour sa fille ce que sa mère avait fait pour lui. Ce que je veux, moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance, sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier, sans en avoir peur, faire en France ce que ma grand-mère n'a pas pu faire en Union soviétique. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que si la France veut faire rayonner son liberté, égalité, fraternité, c'est pouvoir nous permettre de faire ça. Et ce qu'on ne peut pas faire souvent dans nos pays, c'est des choses qui ne se font pas pour d'autres personnes dans nos pays. Et je partage entièrement ce sentiment. Je pense qu'ils sont d'une beauté, d'une richesse incroyable, et c'est important de
de garder cette identité via les prénoms. Enfin, je comprends très bien que des parents aient envie de donner des prénoms de leurs origines à leurs enfants. Enfin, je vois pas en quoi ça fait une mention moins bien, ça nous fait pas des moins bons Français, la preuve. Je pense qu'on s'en sort bien. On est deux bons exemples qui s'en sortent bien. Donc je comprends le combat entier de ton livre. Et pour mon père, oui, c'était un vrai sujet. J'en étais hors de question. Et d'ailleurs, il m'a transmis cette chose-là. Je pense qu'il en serait hors de question le jour où j'ai des enfants que je leur donne des prénoms français, pour le coup. Je sais pas, ils auront peut-être des prénoms arabes, pas libanais, mais en tout cas pas des prénoms français. Et une autre thématique pour aller... Je voudrais qu'on voit qu'il n'y a pas besoin de modérateur, en fait. Non, mais deux auteurs. ça, c'est aussi dans ce sens, c'est dans le sens du prénom. Mais l'enjeu dans ton livre de la mort et où est-ce qu'on enterre le corps et qu'est-ce qu'on écrit sur la tombe, qu'est-ce qu'on laisse comme trace ou pas, où est-ce qu'on... J'ai beaucoup aimé la mère qui souhaite voir les cendres disséminées tout le long de la côte. Mais en tout cas, c'est un vrai enjeu. Qu'est-ce qui sera écrit sur la tombe? En quelle langue? Et d'abord, où est-ce que cette tombe sera? Parce que, effectivement, la question du caveau familial n'est pas automatique. S'il y a la famille, il n'y en avait pas. Moi, j'ai déjà googlé les prix des concessions en région Île-de-France. Et je pense que c'est dû à cette inquiétude-là. C'est-à-dire, concrètement, là, si je meurs foudroyée à Sciences Po le 6 septembre, où est-ce que je serai dans 3 jours? Et c'est pas du tout résolu. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu quand même. Et la question de la langue, en quelle langue, qu'est-ce qu'on fera, tout ça, voilà, je trouve que c'est aussi un enjeu qui est lié à la lettre. Vous me volez mes questions, donc forcément, je vais vraiment dans le... Mais oui, savoir où on se fait enterrer, on le retrouve en effet dans les deux ouvrages. Votre mère qui vous demande en effet de l'incinérer et de jeter ses cendres le long de la côte près de son village. Et vous, c'est votre grand-père à l'occasion d'un repas. Tu sais que tous les émigrés rentrent mourir au pays, tous. Tôt ou tard, leur terre leur manque, ils viennent mourir là où ils sont nés, ils rentrent chez eux. Donc on comprend que c'est une question à laquelle vous n'avez pas encore totalement répondu, Paulina. Vous, Sabine? Elle l'a dit, dans 3 jours, on ne sait pas où on sera si on meurt maintenant. Donc je suis assez d'accord. Non, mais c'est vrai que sur l'histoire de... Toi, pour le coup, la mort, vous l'avez vécue et tu le racontes. Et j'avais été touché par ça. Et il n'y a pas de réponse. Mon père, il est rentré du Liban il n'y a pas longtemps. Et j'ai dîné avec lui il y a 2 jours. Et il me disait, maintenant, je ne veux même plus être enterré au Liban tellement que ce pays est pourri. Bon, voilà. Mais on ne sait pas. Et c'est un sujet, c'est un dialogue que j'ai avec, un dialogue fictionnel que j'ai avec ma compagne dans ce livre qui est libanaise, née au Liban, sur le fait qu'on y retournera plus vivre au Liban, mais que peut-être on jettera nos cendres là-bas, au moins on finira là-bas. Je sais pas, je sais même pas ce que ça raconte. Parfois je me dis une fois qu'on est mort, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement qu'on soit là ou là, mais il y a une importance quand on vit d'y croire qu'on sera là-bas après, comme une réparation peut-être à ce moment-là d'un manque de toute la vie. Il n'y a pas de réponse à ces questions. Je crois qu'on n'en a pas. Je pense que c'est surtout les gens font comme ils peuvent le jour où on meurt. Et je sais que si il y a quelque chose de très concret, si ma mère meurt au Liban, tu ne peux pas la jeter à la mer parce que tu ne peux pas l'incinérer au Liban. Personne ne va accepter d'incinérer le corps. La seule façon qu'on puisse faire ça, il faut qu'elle meure en France, qu'on l'incinère ici. Et dans ce cas-là, je pourrais la ramener au Liban et la jeter à la mer. Donc voilà, après, il y a des choses très concrètes de la réalité qui te rattrapent et des pays. Et voilà, ça, c'est une liberté en France qu'on a, par exemple, celle d'incinérer qu'on n'a pas au Liban. On parlait des prénoms tout à l'heure, mais voilà, c'est des choses qui sont aussi importantes ici, qui permettent de faire ces choses-là et de recréer ce lien. Alors il y a un sujet qui est très clairement, qui est très explicite dans votre ouvrage, que l'on retrouve en filigrane chez Sabine. Vous, Paulina, vous écrivez « J'ai le patriotisme qui me pousse ». Alors que se passe-t-il quand le patriotisme vous pousse? Quelle forme cela prend-il? Je crois qu'il pousse... Le mot le dit, à la puberté, comme d'autres parties du corps, ou même des choses temporaires qui sortent et qui disparaissent. Mais effectivement, en fait, la poussée de patriotisme, elle arrive après la disparition de la mère et vient combler quelque chose, combler une absence. Mais
concrètement, ce patriotisme-là qui lui pousse à ce moment-là, c'est quelque chose, ce que j'appelle un patriotisme d'office de tourisme, qui va se traduire plutôt par des choses assez clichés, comme l'achat de poupées russes, un drapeau dans la chambre, des chansons vraiment très russes, très connues. Et donc, c'est cette espèce d'allégeance et aussi le poids du grand-père qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'est engagé physiquement contre les nazis, et l'impossibilité à Saint-Étienne de commettre des actes héroïques au collège. Et donc, face à cette impossibilité, c'est une sorte de recherche de preuves d'amour et qu'elle cherche à déposer au pied de ce pays qui manque. Vous élaborez un code personnel d'honneur patriotique. Oui, le code personnel d'honneur patriotique qui a parmi ses fonctions notamment l'impossibilité de liaison amoureuse avec un Français. Ou s'il y a liaison amoureuse avec un Français, un terme doit être mis avant les grandes vacances, avant le retour dans la terre, la mère patrie. Vous, Sabine, vous êtes née en France, mais à l'âge de 18-19 ans, vous voulez retourner au Liban, vous voulez vous engager, vous voulez faire changer les choses, peut-être de la politique, peut-être autre chose. C'est une forme de patriotisme ? Je ne sais pas si je mettrais le mot patriotisme, je te rejoins sur tout ce que tu dis, mais sur le Liban, c'est-à-dire que oui, vers 16-17 ans, il y a eu une guerre, pour le coup, il y a eu une guerre entre Israël et le Liban à ce moment-là. Moi, j'ai des oncles qui ont participé à la guerre civile, qui ont pris les armes, qui ont défendu la Palestine, qui ont fait plein de choses, et j'avais ce même sentiment de je suis place du Châtelet avec mon petit drapeau, et je suis là, mais qu'est-ce que les autres, ils sont défendus avec les armes, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai aucun acte héroïque à faire. Donc, je pars au Liban en me disant, à 17 ans, je vais aller libérer la Palestine, voilà, tout simplement. Et j'ai pas réussi apparemment. mais non, mais je comprends tout. Il y a une culpabilité aussi. Il y a une culpabilité de ne pas en faire assez pour le pays. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je ressens quand le Liban va mal comme il va mal aujourd'hui, avec toutes les crises économiques sans fin. On se dit que nous, on est là en France chanceux. On a la moitié de notre famille qui est au Liban, qui vit presque pratiquement sans argent. On se sent coupable, on a envie de faire quelque chose. Alors, ça s'exprime plus de la même façon, c'est plus des petits drapeaux, etc., qu'on a et qu'on accroche partout, mais c'est quelque chose qui reste, où on trouve qu'il y a toujours un manque, qu'on n'en fait pas assez, on se sent coupable. Je répéterai même le mot trahison, parfois j'ai l'impression de trahir le Liban. Quand j'ai parlé de ce livre pendant 1 an, grâce au concours des lycéens, grâce aux lycéens, que je faisais des rencontres partout en France, je sentais que je trahissais parfois le Liban, de raconter cette histoire, de ne pas parler d'autre chose, de ne pas être au Liban à faire... ce que des amis font, ce que certains amis qui vont s'engager. Alors évidemment, il y a chacun son rôle, mais on a toujours ce sentiment qui reste là. Après, le patriotisme qui pousse, moi je le voyais aussi autrement, c'est un peu parfois en réaction en France. J'ai une sorte de libanité qui ressort comme ça quand j'entends des choses. Et tu le dis dans ton premier chapitre, et ça m'a fait hurler de rire quand tu arrives chez ton ami d'enfance, je crois, qui a je ne sais plus quel poster au mur et est en train de devenir folle sur ce qu'elle te dit. Moi, c'est là où il pousse le patriotisme. Voilà, quand il y a des gens qui m'expliquent le Liban, je le raconte aussi dans mon livre d'ailleurs, ça me met plus hors de moi. Ça me mettait hors de moi. Maintenant, je dis plus rien. J'écoute. C'est juste génial à écouter. Et c'est là où j'ai une sorte de patriotisme qui pousse. Je peux devenir un peu bête à ce moment-là. Et après, c'est au Liban. Mais ça, c'est un autre sujet. Parfois, il y a des sujets politiques où c'est pas un patriotisme. Moi, je dirais c'est un communautarisme qui m'est assez étranger normalement parce que je vis loin, mais qui me pousse. Il y a une sorte de peur. Voilà, c'est peur au Liban de disparaître qu'on a tous dans chacune de nos communautés. Et je fais partie d'une génération qui a plus cette peur-là normalement, en plus je vis loin, et parfois voilà, il y a des discours qu'on entend d'autres personnes qui font qu'on a une sorte d'élan comme ça, où c'est le communautarisme qui remonte, et c'est assez effrayant de s'entendre dire des choses. Moi j'ai parfois dit des choses parce que j'étais très énervé, donc d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je parle plus de politique, c'est parce que je m'emporte très vite et la passion prend le pas, et voilà, une sorte de communautarisme qui remonte, et je déteste ça. Et ça raconte quelque chose du Liban. Se dire que moi, qui vis loin, etc., parfois ça me repousse. Ça m'a fait comprendre parfois certaines positions de cousins, etc., qui vivent au village, au Liban encore, et qui ont des positions beaucoup plus extrémistes que moi. Mais je me dis, ah tiens, c'est marrant, si moi, en étant si distancié du Liban, ne vivant plus là-bas, j'ai des poussées parfois quand on me dit des choses. J'ai réussi à comprendre des positions que peut-être j'acceptais moins avant. Et vous
vous écrivez qu'après la guerre, après une guerre, on réalise souvent que les vrais héros sont en fait les exilés, pas ceux qui ont pris les armes. Est-ce qu'on est plus patriote quand on est exilé aussi ? Patriote bête souvent. On va parler des franco-libanais parce qu'on parle, c'est peut-être ce que je connais presque le mieux, mais souvent il y a un patriotisme un peu bête parce qu'on est loin et qu'on idéalise et que justement ça se résume à ce qu'on racontait à l'adolescence pour nous, qui était le petit drapeau. Quand t'es chrétien, tu mets la petite croix. Si t'es chiite, tu vas mettre ton petit fanion du Hezbollah pour faire de la provocation. Enfin voilà, c'est quelque chose, comme on est loin, on est vraiment dans une sorte de... Ça remonte, mais ça remonte pas bien. C'est très rare que ça remonte bien. Parce qu'il y a un manque trop fort peut-être, parce qu'on a besoin de prouver dans le pays où on est, d'où on vient. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mélangent, tout d'un coup ça se complique. C'est assez rare de voir un patriotisme sain, mais même si je ne sais pas si ça marche ensemble. Je ne sais pas si un patriotisme... Si, ça peut exister un patriotisme sain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux ? En tout cas, en Russie, aujourd'hui, le patriotisme, c'est un mot qu'on ne va pas pouvoir utiliser sans se mettre d'accord ce qu'on entend par le terme, parce que là, il y a clairement deux définitions qui s'opposent radicalement. Mais en France, c'est compliqué parce que le patriotisme est très rapidement associé à l'extrême droite et au nationalisme, alors que en Russie, historiquement, il n'y a pas l'amour de la patrie n'exclut pas l'amour d'autrui, et c'est pas forcément, ça n'a pas la même connotation qu'ici. Aujourd'hui, ça a changé et donc nécessité de définir, mais je crois qu'il serait dommage de renoncer à l'autre définition du patriotisme, celle que défendent et s'approprient les opposants et beaucoup de journalistes qui sont effectivement aujourd'hui beaucoup à l'étranger, qui sont beaucoup partis parce que c'est compliqué de dire ce patriotisme à voix haute tout en restant sur le territoire. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font attention à ça, c'est-à-dire qu'ils savent et ils restent vigilants à leur propre travers, c'est-à-dire comment ne pas devenir le Russe qui vit à Lyon en mangeant des quenelles et qui donne des leçons aux Russes qui résistent pas comme il faudrait sur place. Ça, je crois que par un effort intellectuel soutenu et intense, c'est possible de rester vigilant à ça, mais je pense que c'est compliqué parce qu'il faut déjouer cette distance et parfois, un peu à cause de WhatsApp, dont il est beaucoup question, on peut avoir l'impression que c'est comme si on y était, c'est comme si on était sur place, c'est comme si on savait mieux, on sentait aussi bien que ceux qui physiquement sont sur place. Et je crois qu'il faut bien se souvenir que non. Et c'est comme la passion de la Révolution d'octobre dont je parle au début du livre. C'est très différent de réfléchir et de parler de la Révolution d'octobre quand elle a marqué ou non physiquement sa famille et son corps. C'est deux expériences totalement différentes selon que le sang a coulé concrètement chez vous ou pas. Et je crois qu'aujourd'hui, cette acuité-là peut encore être très utile à ceux qui sont forcés de quitter le pays. Alors à la croisée des chemins de vos deux ouvrages, il y a bien sûr la famille. Et Sabil, votre mère, le dit, je cite, « Les gens comme nous, les étrangers, les exilés, il ne nous reste que la famille pour nous protéger, nous retrouver, nous réfugier. C'est notre safe place. » Est-ce que c'est vraiment le cas pour vous, ou bien est-ce que vous avez le sentiment que c'est une utopie à laquelle finalement seuls nos parents croient ? Alors justement, j'en parlais avec quelqu'un de ma génération qui vient d'un autre pays, qui est enfant de Tunisien, et on se disait qu'en fait pour ses parents c'était pareil. Et je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que pour eux qui ont dû s'exiler, effectivement il n'y avait plus que la famille. Nous, enfin en tout cas moi qui suis né ici, malgré tout je me sens plus intégré à la France. J'ai pas besoin de ça. Je sais que j'ai pas besoin d'avoir cette famille si soudée pour me dire que tout doit tenir. J'imagine mes parents arrivés en 75, ils connaissent rien ici, ils parlent pas la langue. Effectivement, la famille, c'est tout ce qui les reliait, c'est tout ce qui faisait que tu arrives à trouver un médecin rapidement, etc., etc., etc. Donc c'était vraiment le noyau qui a fait qu'ils ont pu se construire ici. Moi qui suis né ici, qui ai grandi dans les rues de Paris, etc., j'ai pas ce sentiment. Je sens que je peux quand même exister hors famille, je peux trouver un médecin, je peux, voilà, plein de choses. Donc je crois que c'est quelque chose qui est lié à cette génération qui arrive aussi beaucoup. Et que je comprends. Après, sur la famille, on peut parler aussi du Liban. Moi, il y a mon
mon beau-père qui a dit une très belle phrase sur ça, qui pour le coup lui vit au Liban. Il a dit la famille c'est notre sécurité sociale à nous aujourd'hui. Et c'est très vrai, c'est une phrase drôle et en même temps qui est très vraie, c'est-à-dire qu'au Liban il n'y a plus d'État. Tu veux des médicaments, bah, c'est un membre de ta famille ou un proche de ta famille qui va te l'apporter de l'extérieur. Concrètement, la famille, c'est ce qui arrive à sauver beaucoup de familles et beaucoup de personnes aujourd'hui au Liban. Donc c'est quelque chose de très fort, en tout cas dans cette société-là, libanaise, diaspora, hors diaspora, du pays. Voilà, c'est un lien très fort qui permet, je pense, à beaucoup de personnes qui a un mal d'un côté pour certains, mais qui quand même permet de faire tenir la barre un petit peu, de faire tenir les maisons aujourd'hui. Oui, parce que finalement, c'est sur la famille que vous écrivez, et non pas sur la Révolution ou sur la famille Jumblat, comme vous aviez prévu de le faire initialement. C'est finalement sur la famille, sur votre famille, sur vos parents en particulier, que vous écrivez. Ça, oui, ça c'était un choix plutôt de qu'est-ce que j'écris, enfin ce que tu posais tout à l'heure comme question de quand on est loin, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport au pays, le pays laissé, quitté, abandonné, peu importe ce qu'on dit dessus. Et moi, je me pose beaucoup cette question d'être un écrivain libanais d'ailleurs, et donc qu'est-ce que tu peux écrire, qu'est-ce que tu es légitime d'écrire sur ce pays-là. Et au début, voilà, quand il y a eu la Révolution, moi je vivais en France, j'y suis allé, j'ai voulu écrire un livre sur la Révolution, je suis rentré en France très excité par ce mouvement, et très peu de temps après, je me suis dit, mais Sabine, tu vis plus au Liban, c'est pas à toi de l'écrire ce livre, c'est à quelqu'un qui vit au Liban, un écrivain qui vit au Liban, et un écrivain libanais après l'a fait, qui s'appelle Sharif Majalani, en écrivant un journal intime, Beyrouth 2020, il l'a très bien fait, et voilà, c'était à lui de l'écrire. Après, j'ai écrit ce livre sur la famille Jumblat, et c'était encore autre chose. Moi, la question, là, c'était plus, une fois que j'ai écrit 200 pages, je me disais, ok, après, j'en faisais des héros, parce qu'il fallait en faire des personnages pour écrire un bon roman. Et en fait, après, en entretien et en rencontre, j'aurais dû dire que Wadine Jumblat, aujourd'hui, qui est au pouvoir, qui est un des responsables de la crise économique du pays, j'aurais dû dire que c'est un héros formidable. Je pense que j'aurais beaucoup de mal avec cette position. Et en fait, je suis revenu à la chose la plus petite, celle que je connais le mieux et le moins bien en même temps, c'est mes parents. Alors oui, effectivement, mes parents, je suis légitime de les raconter. Même là, je me sens pas vraiment légitime, mais voilà, je sens que je peux les raconter. Je les interroge, et en même temps, ils ont vécu une guerre de loin. Et je me demandais comment je peux raconter le Liban d'aujourd'hui. Et donc, en racontant mes parents qui ont vécu cette guerre civile de 15 ans de loin, tout d'un coup, ça faisait écho à ce que moi, je vis aujourd'hui par rapport au Liban. C'est-à-dire que je ne vis pas la crise économique de plein fouet parce que moi, mon argent n'a pas été volé. Je ne vis pas le problème politique. Je n'ai pas vécu l'explosion du port de Beyrouth, etc., etc., etc. Et donc, en relisant comment mes parents, les interrogeant, en relisant ce qu'ils avaient écrit comme lettre à l'époque, etc., voilà, il y a plein de choses qui ont fait écho à ce que moi, je pensais, ce que moi, j'écrivais aujourd'hui à ma famille qui est là-bas, à mes amis. Et c'était la façon la plus juste que j'ai trouvée, en tout cas, pour raconter le Liban, pour raconter mon Liban. Voilà, c'était de prendre cette position-là, qui est finalement une toute petite histoire, l'histoire d'une famille libanaise, exilée, qui a à moitié vécu la guerre, à moitié non. Voilà, c'est risible, mais en même temps, c'est toutes ces petites histoires qui font un pays. Et je pense quand on est écrivain, on peut se permettre de faire ce genre de choses. On peut aller dans c'est justement ces petites histoires intimes, ces petits détails qui racontent beaucoup. C'est ça qui m'intéresse dans la littérature. Pour vous, Paulina, la famille d'exilés, c'est une safe place ou c'est une utopie? Dans la vie, vous voulez dire? Oui. Après, c'est vous qui resserrez la focale si vous le souhaitez. Dans la vie, ça serait plutôt l'absence de famille, parce que moi, j'ai plutôt été élevée avec l'idée il faut bien se comprendre qu'en France, comme il n'y a pas de famille, personne ne m'aidera jamais. Et donc, il faut vivre avec cette histoire. Enfin, les amis n'ont jamais, malgré toutes mes revendications, les amis n'ont jamais été considérés au stade de la famille. Et j'ai longtemps trouvé ça un peu insultant ou un peu vexant pour mes amis, comme si c'était leur refuser une importance qui m'était chère. Et en fait, je crois qu'avec le temps, j'ai compris que c'est lié aussi à l'histoire du pays, à l'histoire qui remonte jusqu'en 1937, avec les dénonciations, avec tout ce cheminement où l'aide, il faut que ça aille jusqu'à la question de vie et de mort. Et en situation de question de vie et de mort, et là où la sécurité sociale, je la comprends très bien, finalement, la famille, qu'on soit proche ou pas, ami ou non, ce lien-là va passer en premier, et donc il est possible que quelque chose subsiste. Alors que l'amitié, même si il arrivait, il y avait des cas merveilleux d'entraide en cas de vie ou de mort, mais leur semblait moins
moins dignes de confiance. Et je pense que c'est aussi dû au fait que quand quelqu'un était envoyé au camp, condamné au camp, déporté ou exécuté, toute la famille autour pouvait subir le même sort en tant que femme d'ennemi du peuple, enfant d'ennemi du peuple. Et donc ce lien-là a été gravé malheureusement par la peur et le sang, mais que cette chose-là n'était pas une façon enfin, ce rapport-là à la famille et à l'amitié n'était pas une façon de dénigrer l'amitié, mais plus une expérience physique de ce qui se passe quand le corps est en danger. Et donc, moi, j'ai plutôt passé beaucoup de temps à revendiquer que j'ai des amis. Et donc, même pendant un temps, j'appelais mes amis, je leur donnais des titres de famille. Je disais, c'est ma sœur, c'est ma cousine. On n'avait aucun lien de sang. Et puis un jour, j'ai compris que je n'étais pas obligée de faire ça. Je peux juste les considérer en disant ce sont mes amis, mais que je ne suis pas obligée de faire mes preuves à cet endroit de dénomination du lien. Et il n'y a pas, chez Paulina, votre narratrice, la même obsession que chez Sabile, du retour des parents, du père, en l'occurrence de la narratrice, dans leur pays. Faire en sorte que ce soit la narratrice, le narrateur, qui est le moteur en fait, de ce retour, qui veut faire en sorte que ses parents exilés reviennent un jour dans leur pays d'origine, qu'on leur achète un bel appartement à Gelmaïsé. Dans le livre de Sabile, ce que je trouvais fort, mais peut-être que c'est pas du tout, c'est juste mon impression, j'ai l'impression que le fils est finalement plus proche du pays que les parents. Il est plus libanais que ses parents. Il y a vraiment quelque chose qui est tellement une force vive qui cherche à nommer, à saisir, à comprendre, que ça, j'ai trouvé ça... Mais chez vous, est-ce que c'est... chez moi, je crois que le grand-père est très préoccupé par le retour au pays de toute la famille, qu'il attend ça, même qu'il exige d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand il lui demande où est-ce que c'est le mieux, en Russie ou en France, effectivement, on peut présager qu'il préférerait qu'elle revienne, qu'elle dise en Russie. Mais l'enjeu du retour n'est jamais nommé par quelqu'un d'autre que lui. À part dans l'extrait que vous avez lu sur l'idée que tôt ou tard, les émigrés rentrent mourir au pays. Et ça, c'est une façon d'enfermer quand même. C'est-à-dire, c'est un peu ça te passera, cette envie de vivre ailleurs. Tu verras, quand tu seras vieille, tu rentreras comme les saumons, tu remonteras la rivière. Oh non, eux, c'est pour pondre. Mais bon, voilà, vous avez saisi l'idée. J'ai encore beaucoup de questions, mais je vous propose qu'on prenne peut-être déjà une première série de questions ou d'interventions de la part de la salle. Mesdames, messieurs, madame. J'ai deux questions, une pour chacun. Bravo, parfait. Du coup, j'ai deux questions. Bon, déjà, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et j'ai deux questions. Tout d'abord, pour vous, Sabile, c'est la première que j'ai écrite. Vous avez dit à un moment que vous êtes sûr que pour vos enfants, vous donnerez des noms arabes. Et ma question, c'est pourquoi, du coup, être aussi sûr? Parce que je comprends que vos parents aient grandi au Liban, donc ils ont voulu vous donner un nom arabe, enfin libanais. Mais vous qui avez grandi en France, pourquoi être aussi sûr de vouloir donner un nom arabe à vos enfants? Je ne saurais pas te répondre à cette question parce que je ne sais pas pourquoi c'est une volonté, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas te l'expliquer, il n'y a aucune intelligence derrière, il n'y a aucune volonté politique, il n'y a rien, c'est juste plus fort que moi. C'est peut-être parce que mon père a tellement aimé les prénoms arabes qu'il m'a transmis ça et que voilà, j'aime les prénoms arabes, leur sonorité, comment ça sonne, j'aime le fait qu'on retourne au Liban et qu'on puisse le prononcer et qu'il ait un sens en arabe. Et parce que je trouve que dans la question de la transmission de notre histoire, ça a un sens, sachant que je pense pas que j'y retournerai vivre au Liban et que voilà, il y aura sûrement la langue arabe un peu, mais je vais pas l'imposer à mes enfants, ils l'apprendront comme je l'ai appris, s'ils ont envie de continuer, ils le feront, s'ils ne voudront pas, ils le feront pas. Mais
Et puis parce que c'est un poids, et puis c'est bien d'avoir un peu de poids dans la vie. Non, mais oui, il n'y a aucune réponse intelligente à ta question, c'est vraiment un sentiment. C'est une envie, un amour de ces prénoms-là. Tout comme quand je dois décider d'un prénom dans le livre, d'un prénom d'un personnage du livre, je vais lui donner un prénom libanais ou arabe à sonorité, c'est juste parce que j'aime ces prénoms-là. Voilà. Ok. Et pour vous, Paulina, je me demandais si vous regrettez que vos parents aient décidé de franciser votre prénom, ou vous comprenez, trouvez cela touchant, que finalement ils ont fait ça pour essayer de vous protéger en arrivant dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Est-ce que vous avez un peu de... Enfin, est-ce que vous êtes contente que votre enfant se soit passé comme ça, parce que du coup vous avez peut-être été protégé de racisme ou de moquerie, ou est-ce que vous auriez aimé dès le début vous appeler Paulina? Est-ce que vous pensez que vous auriez eu la force d'assumer toute votre vie cela, ou vous pensez que tout s'est bien fait dans l'ordre? Là, je crois qu'il faut séparer ma vie livre et vie personnelle, parce que c'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, j'ai jamais appelé mes parents en leur disant il faut qu'on s'explique au sujet du prénom. Je crois que je comprends la démarche. Et puis moi-même au collège, je pense que j'étais très contente de m'appeler Pauline. C'était pas du tout... c'est-à-dire que je pouvais concilier un amour de l'ailleurs dont est nourri le livre avec un mouvement en apparence contradictoire qui est celui de garder Pauline sur mes papiers d'identité. Je crois que c'était assez trouble et il n'y avait pas du tout... j'étais pas claire, nette et précise à l'âge où mon prénom a vraiment été francisé. Merci. Alors, madame, et puis après, monsieur. Bonsoir, merci pour votre intervention, c'était vraiment chouette. En fait, j'ai des questions qui me sont venues en vous écoutant parler déjà, parce qu'on a discuté déjà cet après-midi, en fait, en se disant, mais c'est assez perturbant de lire vos biographies et en fait de savoir si derrière vos personnages, ce sont vous, ou est-ce que ce n'est pas vous? Et du coup, je me demandais aussi, parce que c'est assez particulier, cette façon d'écrire à la première personne, et aussi, je pense au roman de Sabine, dans lequel il y a des photos qui font penser même comme de l'archivage pour comme un devoir de mémoire ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me demandais du coup d'où venait le besoin d'écrire. Est-ce que c'est une façon du coup de se construire en tant qu'individu, d'écrire des livres comme ça, donc des livres en français, pour Paulina aussi avec beaucoup de mots, par exemple en russe, qu'un lecteur français uniquement francophone ne va pas comprendre. Et aussi, je me suis posé la question, parce que Sabine, tout à l'heure, tu disais qu'au final, tu t'es posé la question de, au final, je vais écrire, mais qu'est-ce que je peux écrire? Est-ce que c'est juste une question du coup de légitimité, ou voilà, d'où ça vient, tout ça, voilà. C'est un peu... Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Par où commencer? Par laquelle? Je sais pas. L'auteur derrière son narrateur? Oui, alors l'auteur-narrateur, pour moi, dès le départ, je savais que je voulais écrire un roman, donc avec une partie intégrante de fiction et à la première personne. Ensuite, la question du prénom qui entretient un flou avec qu'est-ce qui est autobiographique ou non, je pense que c'est un flou que je cultive parce qu'il me plaît comme endroit de travail, comme endroit de glissement, et cette espèce de paroi. Encore une fois, j'aime bien, je crois, les parois entre des espaces où on ne sait pas où commence quoi et où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Après, c'était assez amusant parce que j'ai reçu un courrier d'une prof de collège qui m'écrivait, qui avait lu le livre et qui m'envoyait un courrier
pour me féliciter et apporter les corrections nécessaires à comment s'est déroulé vraiment, comment était cette classe, où étaient placés les élèves, etc. Et je crois que, si je suis tout à fait honnête, j'aime bien ce flottement-là, ce glissement. Mais ce sont des... Pour moi, l'endroit de travail était à l'endroit des personnages et de cette espèce de narration fictionnalisée. Sur cette question, moi, c'est totalement moi et ça ne l'est pas du tout. Je suis comme toi, ça m'amuse beaucoup de faire croire que tout est vrai. L'insertion des photos de famille fait croire qu'encore plus tout est vrai. Donc tout le monde dit que c'est autobiographique, ça ne l'est pas du tout. Mais ça m'importe peu. J'aime beaucoup jouer entre la réalité et la fiction, mais c'est aussi notre domaine. Enfin, j'ai l'impression que c'est notre travail, c'est notre métier de le faire. Et beaucoup de réalisateurs et d'écrivains qui m'ont influencé, justement, jouaient sur cet entre-deux. On ne sait jamais vraiment si c'est vrai ou c'est faux. Et c'est vrai, c'est un jeu. Oui, c'est une sorte de jeu. Après, ça me permet de dire que c'est Sabile, de faire croire que tout est vrai. Ça te permet d'être aussi pleinement toi parfois sur des choses que tu ne dis pas dans la réalité. Voilà, ça permet de faire passer de raconter des histoires qu'on n'a pas vécues vraiment, qu'on n'a pas dites vraiment. Mais c'est un jeu, ouais, c'est un vrai jeu de faire croire que tout est vrai. Puis je crois que, dans le fond, ça m'agace. L'exigence de la troisième personne, la convention d'appeler son personnage... Louise, si on a un prénom français en plus. Alors Tatiana, pour être, comment dire, pour montrer patte blanche. J'aime bien montrer patte pas blanche, qu'on ne sache pas, et parce que je crois que je revendique cette pleine possession de ses moyens. Je dirais que l'important, c'est qu'on croit. Pour moi, c'est important qu'on croit à l'histoire, que ça soit vrai ou pas, peu importe. Bonsoir. Je vous remercie parce que c'est très intéressant. On sent dans vos deux discours un amour très fort pour la patrie et sincère. En revanche, moi j'ai été beaucoup à l'étranger et j'ai rencontré des gens qui ont vécu à l'étranger et qui aiment se décrire comme des citoyens du monde et dont l'objectif est d'effacer, l'objectif, en tout cas leur positionnement, c'est plutôt d'effacer leurs origines et de dire maintenant j'ai vécu là, je suis plutôt un citoyen du monde. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce qu'on sent chez vous un attachement très fort à la patrie, donc un attachement à vos origines. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Moi, je ne suis pas du tout citoyen du monde. Et je trouve que c'est une phrase de privilégié. Moi, je pourrais la dire parce que j'ai le passeport français. Je peux penser à 80% de ma famille qui ont le passeport libanais, à qui ma cousine, pour passer des vacances une semaine en Grèce, là, on lui a refusé son visa. Donc, pour être citoyenne du monde, il y a du travail pour qu'elle y arrive. Donc non, c'est une sorte de privilège de moi où je peux voyager où je veux. J'ai même pu voyager en Israël alors que je suis libanais parce que j'ai un passeport français. Voyage possible parce qu'on peut rentrer avec le passeport libanais, mais bon, il faut après oser retourner au Liban après un tel voyage. Donc non, citoyen du monde, c'est bien pour les surfeurs et les chanteurs de reggae, même si j'apprécie les deux, mais moi, j'y crois pas une seconde. Je crois que, en dehors de la formule citoyen du monde qu'on peut discuter, mais sur l'idée, moi, ça me fait penser plutôt en Union soviétique, ce qui s'appelait la lutte contre le cosmopolitisme, qui globalement était une campagne antisémite et qui reprochait à beaucoup de citoyens soviétiques de ne pas assez se sentir assez fortement liés à la patrie et vouloir justement aller à l'étranger, voyager, etc. Donc, même si la formule ne m'enchante pas, je crois que ça dépend du contexte, du pays dans lequel je l'entends, dans la langue et la bouche de qui elle est prononcée. Parce que peut-être que si c'est en France, non, mais finalement, si je l'entendais en russe, parce que parfois on me dit « Oula, mais toi, tu un équivalent de citoyen du monde », finalement, c'est une façon, je crois que je le prends même plutôt bien, parce que c'est une façon, c'est comme si l'autre acceptait qu'on puisse aimer la Russie, aimer d'autres pays, se déplacer entre eux, sans que ça n'entre en
sans trahir personne et sans que ce soit une compétition entre l'appartenance à qui, à où est-ce qu'elle appartient. Donc la version Airbnb et surfer peut-être pas, mais ce que ça raconte en tout cas aujourd'hui en Russie ou ce qui date de l'Union soviétique, plutôt oui, parce que pour moi c'est plutôt lié à une ouverture sur d'autres pays, d'autres langues, d'autres façons de vivre. Merci. J'ai vu des mains qui se levaient. Voilà. Alors, madame, et après... Oui. Tu as pris la... Vas-y. Ok. Après... Ah pardon, excusez-moi. Vas-y. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous parlez beaucoup de tiraillement, de culpabilité, de honte. Et je voulais savoir si vos personnages, ou vous, du coup, en fonction, ressentez un peu de la colère pour les personnes qui vous ont fait ressentir cette culpabilité, ce tiraillement dont vous parlez. Tu veux répondre ? Moi, je ne les connais pas. Non, mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire cet engagement, ce sentiment-là, je ne sais pas si je saurais dire d'où vient le sentiment de devoir quelque chose à un pays ou à un autre. C'est pas si clairement identifié, mais pour ce qui est du tiraillement, ou plutôt de l'écartèlement, je me suis dit, une fois qu'être écartelé, c'est encore une façon de se tenir debout, c'est encore une façon de tenir. Il faut encore avoir le courage. Si on est écartelé et que c'est soi-même qui tient les deux prises des deux côtés, il faut être courageux pour lâcher et voir ce qui se passe. Alors, à force de chercher peut-être quelqu'un à blâmer, je pense que ça peut être intéressant de chercher qu'est-ce qui chez soi s'accroche à cette chose. Effectivement, je pense à personne en particulier. Après, il y a des gens qui te le font ressentir. Après, c'est un sentiment très personnel qu'on a et qui gonfle un peu avec des choses qu'on entend, qu'on lit, qu'on ressent. Après, sur cette culpabilité, moi, il y a juste une personne que j'apprécie, en plus, c'est une politicienne libanaise qui s'appelle Paula Yacoubian, qui, lors des dernières élections libanaises, voilà, je ne sais plus, lors d'un entretien, elle avait dit, elle parlait, je crois, aux Libanais qui quittaient le pays complètement, enfin, ou plutôt mon type de profil, on va dire, qui ne reviennent plus au pays, qui ont laissé tomber un peu le pays pour y retourner, essayer de changer les choses. Elle a dit un truc, un jour, vous regretterez. Et étrangement, donc, quand j'ai entendu ça sur le coup, j'étais à Paris, j'avais vu l'entretien, ça m'avait un peu perturbé. Je me disais, putain, quand même, il faut le dire, cette phrase. Évidemment, je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais je ne comprenais pas concrètement. Et là, quand je suis retourné la dernière fois au Liban, j'ai compris concrètement. Et j'ai eu un regret, c'est-à-dire que je suis allé dans le village de ma mère, qui est un village en bord de mer, qui voilà, est en train de se transformer en quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et je me disais en même temps, mais oui, c'est moi qui l'ai abandonné. Et en fait, je commençais déjà à regretter d'avoir laissé tomber. Après, comment on vit avec ça ? Est-ce qu'on l'accepte et on se dit, voilà, on a décidé de vivre ailleurs pour des raisons qui sont peut-être aussi justifiées, et donc voilà, on laisse tomber ça, mais il y a ce regret, cette culpabilité, quand on y retourne, en tout cas, de se dire, on n'a rien fait pour. Et après, tu ne peux pas en vouloir aux autres, effectivement. Tu ne peux pas en vouloir aux gens qui sont restés d'avoir changé le pays ou que le pays ait changé sans toi, parce que tu n'y es plus. Si tu veux qu'il change, voilà, j'ai des amis qui sont retournés au Liban alors que rien ne donne envie d'y retourner en ce moment et qui disent non, parce que moi j'ai encore cette idée en tête et même si je ne vais pas arriver à l'amener, je veux la défendre. Je comprends ça, je l'ai en moi, cette personne elle est en moi. La vie fait qu'aujourd'hui je n'y vais pas. Parce que compagne qui est ici, parce que j'écris, parce que je ne saurais pas ce que je ferais au Liban là maintenant. Mais parfois je me pose la question de tout plaquer, d'aller au Liban bosser pour un journal par exemple, et me dire voilà, là je pourrais servir à quelque chose. Et peut-être dans 5 ans tu vas me retrouver là-bas, j'en ai aucune idée. Vraiment, honnêtement, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas cette personne, je ne serais pas capable de le faire. Même si un matin sur 3 je me pose la question. Amin Maalouf dit à un moment, c'est le pays qui te quitte. Ça, et dans ces cas-là, tu ne peux pas faire grand-chose, donc il ne faut pas culpabiliser. Question devant. Merci beaucoup. Alors, une question pour Sabile. Comment expliquez-vous avoir reçu le prix Goncourt des lycéens ? Parce qu'il me semble que votre livre est plus complexe, plus compliqué que celui de Paulina, qui est plus peut-être straightforward. Et elle est en France. Mais le mien n'était pas en lice. Non, elle veut dire que tu as eu un prix des... Non, voilà, un prix. Voilà, pour avoir un prix. Comment je l'explique ?
J'ai été le premier surpris, pour dire la vérité, qui donne un prix à un livre qui parle effectivement d'une guerre qu'ils ne connaissent pas du tout, avec des noms de politiciens qu'ils ne connaissent pas, enfin la famille Jmaï et le Jumlat. Le public des lycéens ne savait pas du tout qui étaient ces personnes-là. Et quand on faisait les entretiens avec les lycéens, les différents auteurs de la liste du Goncourt, souvent on me disait on se perd, etc. etc. Je crois que c'est, je ne sais pas comment se passe le prix féminin des lycéens, c'est aussi des rencontres. Il y a une rencontre avec un livre, il y a aussi une rencontre avec un auteur, donc peut-être il y a quelque chose qui s'est bien passé lors de nos entretiens. Ça leur a donné envie de lire le livre. Et je crois qu'ils ont réussi à se forcer à outrepasser ces choses-là. Et je crois que pour le coup, la guerre Ukraine-Russie a beaucoup joué aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette guerre-là en même temps. Ils ne comprennent pas tout. Mais tout d'un coup, en lisant mon livre qui parlait d'une autre guerre, ils se disaient pour comprendre une guerre, il faut quand même rentrer un peu dans les détails et se plonger dedans. Et à travers mon livre, ils se plongeaient dans une histoire. Et ça leur donnait des réponses sur cette guerre actuelle qu'ils essayent aussi beaucoup de comprendre. Donc il y a ça. Et puis après, il y a des sujets, je pense, qui ont plu dans nos deux livres. Peut-être le mien, je pense quand même que les deux sont assez accessibles, mais on a des choses qui se rejoignent, qui sont l'exil, la famille, le fait qu'on emploie le pronom je, le fait qu'il y ait quand même de l'humour dans nos livres. Enfin voilà, toutes ces choses-là, je pense, ont plu aux lycéens dans nos deux livres. Après, effectivement, ouais, sur cette histoire libanaise, j'avoue que j'ai été le premier surpris. Moi, je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce prix. On a le temps pour deux dernières questions. Voilà. Et après, on veut laisser un peu de temps pour les dédicaces. Il faut qu'on parte à 9h. Vous et après. Allez-y, madame. En lisant vos deux livres, il y a quelque chose qui m'a interpellée et qui m'a beaucoup touchée. C'est le fait que vous utilisiez tous les deux de la poésie ou des passages de chansons dans votre texte en prose. Et ma question serait de savoir si cette poésie, elle est simplement objet littéraire dans vos romans, comme une manière dans un ouvrage où vous dites une histoire personnelle, de dire des émotions ou de dire quelque chose dans des mots universels qui ne sont pas forcément les vôtres, ou est-ce que c'est aussi un attachement que vous avez à cet autre pays dans la vie de tous les jours, une manière d'être proche de ce pays et de cette littérature-là. Et dans ce cas, est-ce que vous pensez, et là je parle un peu pour moi, que ça peut rejoindre un peu cette culpabilité? C'est-à-dire, je parle pour l'arabe parce que c'est ce que moi je comprends, c'est plus facile de réciter des vers de Mahmoud Darwish que de lire tout un ouvrage de Najib Mahfouz. Et est-ce que c'est une manière aussi d'être proche de son pays dans la vie de tous les jours, ou c'est simplement quelque chose que vous utilisez comme un objet littéraire pour dire autre chose dans votre histoire? J'ajouterais quelle est la part de ce qu'on aime quand on écrit. Parce que c'est lié aussi, enfin, vous faites beaucoup de poésie. Est-ce qu'on aime ce qu'on cite? Notamment. Il vaut mieux. Bah, pas forcément. Ah bon. Désolé. Okay. Pour une fois qu'on n'est pas d'accord, on va être content. En fait, je crois qu'en tout cas, les citations accompagnent des personnages, et donc ça va être, par exemple, dans mon livre, ça vient beaucoup du grand-père, et donc ça va définir son champ d'affinité personnelle, ça va dresser quelque chose de son portrait à lui. Alors évidemment, je l'ai choisi, ça veut dire que j'ai une émotion forte vis-à-vis de ces artistes ou de ces œuvres-là. Ça ne veut pas dire pour autant que je les aime battre les blancs avec le coin rouge de Lissitsky. C'est une œuvre qui m'intrigue. Je ne sais pas si pour autant je la mettrais dans mon salon. Bon, en tout cas, je crois que c'est forcément quelque chose qui me touche, mais ça peut être dans plusieurs sens différents. La poésie, par exemple, on la retrouve, ce à quoi vous faisiez allusion, on la retrouve dans vos deux ouvrages. Pour répondre, je vais répondre à tes deux questions, on va dire. La première, c'est qu'il y a beaucoup de poésie, de musique, de cinéma, même d'extraits de films dans mon livre, etc. Les extraits de films, tu citais Mahmoud Darwish que je cite aussi beaucoup une réalisatrice libanaise qui s'appelle Jocelyne Sarab. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de raconter cette guerre du Liban que je n'ai pas vécue, et parfois à travers un film ou un livre, etc., je trouvais que les mots qui avaient été racontés au moment même étaient plus forts que ceux que j'allais écrire sur l'événement. Donc je l'ai cité parce que c'était ma manière de raconter, ça revient sur cette question de la légitimité, etc., de comment parler des événements et de cette guerre que je n'ai pas vécue.
Sur le fait d'aimer ou pas les citations, effectivement, oui, on les aime pas. C'est-à-dire que les personnages aiment ce qu'ils vont chanter, etc. Est-ce que nous, on les aime? On est intrigués, on est attirés par ces chansons-là. Pas forcément, on les chanterait peut-être pas nous-mêmes. Et sur la poésie, mon père est poète, il en a écrit, c'était évident que j'allais en citer. J'en écris aussi un peu, mais c'est rentré dans le livre, j'en écris pas à côté. Et concrètement, là, je suis en train de traduire les poèmes de mon père de l'arabe au français en ce moment. Donc c'est quelque chose qui est lié. Est-ce que c'est lié au pays? Je pense pas. En tout cas, c'est pas un manque. Peut-être quand j'étais adolescent, c'était un manque. J'allais beaucoup regarder des films libanais, arabes, je lisais des choses, mais donc j'étais en France et je voulais en savoir plus et je voulais me connecter au pays. Et ma première connexion réelle, personnelle, qui n'est pas imposée des parents, qui ne vient pas des parents, c'était ça. C'était moi qui rentre dans une salle de cinéma, ou moi qui cherche des DVD, ou moi qui lis des livres d'auteurs libanais, palestiniens, syriens, peu importe. Et c'était une manière de me rapprocher. Aujourd'hui, c'est plus ce que je cherche quand je les lis, en tout cas. Une dernière question, madame. Bonsoir. Je voulais vous remercier tout d'abord vraiment pour la qualité de cette intervention. Donc c'était je trouve, très sincère, très brut et à la fois avec pas mal de subtilité. Et étant de père arabe et de mère slave, j'avais l'impression d'entendre mes parents parler entre eux. Et ce qui amène un peu ma question, c'est... alors, j'ai pas eu le bonheur de lire le livre de Paulina encore, mais c'est sur ma to-read list. Mais est-ce que vous voyez une différence entre le rôle de transmission qu'ont joué votre père versus votre mère? Et vous mentionnez également peut-être le grand-père. Je sais que dans le livre de Sabine, il y a vraiment une importance... enfin, du moins, je sais que vous parlez également de votre mère, mais... une importance donnée quand même à la voix du père, de par voilà, son rôle dans la maîtrise de la langue arabe, etc. Mais voilà, je ne sais pas s'il y avait une différenciation voilà, à faire. En tout cas, le rôle de la mère comme gardienne de la langue, sentinelle de la langue, c'est quelque chose que j'ai nourri de mon enfance, de rapport de ma mère à la langue. Et effectivement, elle était inquiète de cette transmission, alors que je pense que mon père était plutôt inquiet de l'arrivée à l'école, de comment ça se passe à l'école. En ce sens, il y avait des rôles assez répartis. Alors, mon père a tenté de me donner des cours de russe, un court laps de temps à l'adolescence. C'était vraiment un fiasco. Enfin, il n'était vraiment pas du tout strict, en fait. Donc, il s'y tenait pas et j'avais pas envie. Et il n'avait pas la détermination... la détermination pour ça. Il est même allé jusqu'à s'habiller à la maison en costume cravate pour donner une sorte d'appui d'autorité. Mais ça n'a jamais marché avec mon père. La transmission de la langue, en tout cas. Mon père, c'était par la pratique, plutôt peut-être les films, le rapport à... aujourd'hui, par exemple, on regarde sur YouTube, on regarde les mêmes vidéos, on écoute les mêmes conférences, on a ça en commun. Mais les bases ont été quand même beaucoup posées par ma mère. Bien sûr, cette note, je vous propose, mesdames, messieurs, de mettre un terme à cette rencontre. Merci beaucoup à tous les deux, Paulina Panasenko et Sabine Rousseau. Je crois qu'on peut vous applaudir très chaleureusement. On recommande très chaleureusement la lecture de vos ouvrages. Ils sont ici, ils sont à vendre, il y a une séance dédicace, donc profitez-en, on a 20 minutes encore. Et ensuite, on a hâte de vous lire à nouveau, l'un et l'autre, et on organisera à nouveau une rencontre entre vous deux pour votre prochain ouvrage. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Merci à nouveau. Merci beaucoup. Merci.